chère Colette. Cette conférence t'est dédiée quelque part. Voilà. Bon. Donc l'idée, évidemment, c'était, je commence par le FRAC Réunion parce que je pensais que le président du FRAC était intéressé, mais j'ai appris qu'il était sur des problématiques politiques en ce moment et que l'art contemporain n'était plus tellement sa priorité. Voilà. Donc l'idée qu'on a prévalu, on va peut-être fermer la lumière, ce sera peut-être mieux. Ouais, ouais. Si on ferme la lumière, ils vont voir quand même. Oui, oui, c'est pas le problème. L'idée donc de cette causerie, c'était se dire finalement qu'est-ce qui est ouais, comment ça se passe. Ouais, voilà, bon. L'idée, c'était de se dire pourquoi le Parti socialiste, arrivé au pouvoir en 1981, va vouloir qu'il y ait de l'art contemporain en région. Alors, je sais, aujourd'hui, c'est une idée qui mérite des explications. D'abord, parce qu'en 81, le Parti socialiste existait, il était majoritaire. Il y avait même 51% des gens qui avaient voté socialiste. Et qu'aujourd'hui, évidemment, on est sur une autre planète. Et surtout, en 81, parler d'art contemporain en région, c'était vraiment quelque chose de complètement incongru parce qu'il n'y avait pas d'art contemporain en région organisé par l'État. En réalité, l'art contemporain était organisé depuis le XVIIe siècle par la royauté. Hein, voilà, c'était uniquement. Alors au départ, c'était évidemment Versailles. Hein, je peux avancer, oui. Alors au départ, c'était Versailles. Hein, je vous rappelle, Académie royale de peinture, 1648. Et au XXe siècle, l'art contemporain, c'était les monuments aux morts. Hein, c'était la seule commande que l'État passait et les communes, évidemment, aux artistes vivants. Les artistes vivants étaient relégués dans ce musée du Luxembourg, qui était une espèce d'antichambre où l'on attendait. Et puis, quand on était mort, on avait droit au Louvre. Voilà. Donc, les véritables artistes vivants, c'était les sculpteurs. Les sculpteurs qui se sont installés donc ensuite en syndicat et qui ont commencé à lutter. Voilà. C'est le syndicat CGT des sculpteurs qui, dans l'entre-deux-guerres, a donné comme ça une volonté de structuration pour que l'État s'occupe des sculpteurs. Et non pas des peintres, hein, uniquement des sculpteurs. Et puis, il y a eu un phénomène très intéressant qui est la résistance. Et pendant la résistance, il y a eu le Conseil national de la résistance. Et le Conseil national de la résistance a édité une petite plaquette qui s'appelle « Les jours heureux ». C'est-à-dire que ces gens-là, dont Jean Moulin donc, était le représentant officiel, ces gens-là ont imaginé ce que allait être la France une fois que les nazis allaient partir de France. Et dans ce petit texte sur la résistance intérieure, sur la France libre, eh bien, ils disent, voilà, si l'on veut que ce soit des jours heureux, il faut que des artistes puissent avoir des commandes publiques de l'État. Bon, je vous rappelle, on est en pleine guerre, Jean Moulin va être torturé, enfin bon, voilà. Ils pensent à ça. C'est quelque chose d'assez unique. Et donc, au sortir de la guerre, il y a le syndicat national des sculpteurs qui va changer de nom, qui va s'appeler Sculpteurs et Plasticiens en 1949, qui va dire, écoutez, là, franchement, ça suffit, on a choisi cette carrière, elle est aléatoire, elle a peu de profit,
mais on est là parce qu'on a une fonction artistique et sociale. Et donc, à partir de là, le général de Gaulle, qui est le chef du gouvernement, se dit, bon, il faut absolument que l'on agisse pour que l'État prenne un petit peu les choses en main. Et là, il va faire appel à un écrivain qu'il va nommer comme ministre, qui est évidemment André Malraux. André Malraux arrive en 1959, et là, il a un ministère vide puisque le ministère de la Culture n'existe pas. Donc, il est obligé d'aller piquer dans les autres ministères des directions. Alors, ce où il va piquer le plus, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Puisque dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a les arts et lettres, il y a l'architecture, il y a les archives, il y a la jeunesse au sport chargée des activités culturelles. Et là, il va trouver des budgets en volant un petit peu au ministère de l'Éducation nationale ses prérogatives. Mais le ministère de l'Éducation nationale dit surtout, vous ne touchez pas aux livres, à la lecture publique. Ce qui est très intéressant, hein, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ce ministère, qui est évidemment beaucoup plus riche que le ministère de la Culture, c'est 1% du budget de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est 20%. Eh bien, vous en avez la preuve encore à La Réunion, c'est-à-dire qu'à La Réunion, vous avez des médiathèques dans toutes les villes. Dans certaines villes, vous avez plusieurs médiathèques. Vous avez tout un réseau parce qu'il y a cette histoire, parce que l'Éducation nationale a gardé cette prérogative et a mis en place tout ce réseau, hein, avec des élus qui arrivaient de la fonction publique, qui étaient des enseignants et qui ont trouvé cette nécessité parce qu'elle était. Alors que les centres d'art, vous voyez, les archives, etc., c'est arrivé beaucoup plus tard parce qu'elles dépendaient du ministère de la Culture et non pas de l'Éducation nationale. Bon. À partir de là, Malraux a une idée un peu saugrenue contre lequel le Parti socialiste va lutter, c'est de faire des maisons de la culture. Donc, je vous rappelle, il n'a pas la prérogative des bibliothèques. Donc, on sépare la bibliothèque. Comment on va mettre en place une politique pour l'art contemporain? Cette politique, on va la voir, elle va s'organiser autour des maisons de la culture. Là, je vous ai montré la maison de la culture de Bourges, qui est la première maison de la culture, hein. Et là, on va voir que l'idée de Malraux, hein, d'offrir à chacun la tentation de la culture, organiser des rencontres, faire naître une familiarité, un choc, une passion, hein, et finalement, les œuvres de la culture étant par essence le bien de tous. Donc, on a cette idée déjà de préfiguration des FRA qui est là, mais dans un espèce de melting pot que la gauche va dénoncer, c'est-à-dire que dans ces maisons de la culture, c'est un petit peu ce qu'on voit par exemple avec la Cité des Arts à Saint-Denis, eh bien, les arts plastiques n'ont qu'une petite place. Le spectacle vivant a la grande place, le spectacle vivant a évidemment les budgets. Et c'est évidemment ce qui va se passer dans ces maisons de la culture, c'est que là encore, les arts plastiques, l'absence de collection, hein, va défavoriser les plasticiens. Il y a un homme politique, il y a un courage qui va se lever contre ça. Il va aller voir le Premier ministre, Georges Pompidou, et il va lui dire, voilà, je voudrais faire une étude sur l'action culturelle en France. Cette action culturelle en France, moi, je l'ai menée dans ma ville, à Firminy, en faisant venir Le Corbusier. Et on a créé des structures pour que, à côté des HLM, il y ait de la culture, il y ait du sport. Donc, il va faire ce rapport qui va être très, très important, qui va être regardé, parce que quand même, Claudius Petit, tout en étant socialiste, il est gaulliste. Donc, on va examiner son étude et on a déjà les prémices de cette idée que va entraîner les FRAC. Donc, à partir de ce moment-là, le général de Gaulle et Georges Pompidou vont nommer quelqu'un qui s'appelle Bernard Antonios,
Bernard Anthonioz, je note entre parenthèses qu'il est marié avec Geneviève de Gaulle, qui est la sœur du général de Gaulle, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, qui va avoir les pleins pouvoirs pour passer des commandes à des artistes, et vous voyez que ce n'est pas des moindres, hein, Calder, hein, l'Université de Grenoble, pour qu'il y ait de la commande publique et de l'achat public. Voilà. Et donc, on va dire que Bernard Anthonioz, même quand la gauche va arriver au pouvoir en 81, eh bien, va conserver son poste. Il va conserver son poste de chargé de la création artistique parce que c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur tout le tissu français, qui se déplace dans les régions françaises et qui, chaque fois, passe commande à des artistes pour des collectivités. Je montre ce qui a été fait donc à... C'est le 1%, ce qui a été fait à la Réunion, que vous connaissez, hein, le 1% du théâtre Canter qu'on a confié à Alain Séraphine, hein, et le 1% donc, de l'université qu'on a confié à Kaderatia, pour montrer qu'on a évidemment appliqué cela à la Réunion. Pardon. Mais Bernard Anthonioz se rend compte qu'il ne peut pas être avec son bâton de pèlerin comme ça dans toutes les provinces françaises. Donc, il soumet à Malraux et à De Gaulle l'idée donc de la création de comités régionaux des affaires culturelles. Ces comités régionaux sont créés en 1963 avec l'accord de Pompidou, de Gaulle et de Malraux, pour dire qu'il faut décentraliser la culture. Et c'est là qu'on assiste véritablement à la première pierre dans chaque région. Alors, à La Réunion, ça n'arrivera qu'à 81, hein, avec un petit peu de retard. Bon, 20 ans. Hein, pas... Voilà. Mais on voit que dans cette déconcentration, eh bien, on a les prémices de fonctionnaires de l'État qui vont pouvoir installer les FRAC dans les régions. Voilà, donc on installe l'appareil d'abord, hein, c'est bien jacobin, c'est bien français. On installe d'abord les fonctionnaires et après on installe l'institution. Hein, parce que, évidemment, il faut toujours que les fonctionnaires contrôlent l'institution. Hein, donc on ne peut pas mettre l'institution puis après les fonctionnaires. Hein, voilà. Et à partir de là, on va décentraliser cette idée également à la Villa Médicis, c'est-à-dire qu'on va dire c'est terminé cette histoire de la Villa Médicis où les prix de Rome sont uniquement des Parisiens, issus de l'École des Beaux-Arts de Paris. On arrête ça. Et on va attribuer les bourses de pensionnaires de la Villa Médicis à des artistes, quel que soit leur lieu de résidence, quelle que soit leur école de formation. Voyez, donc, on va finalement former dans cette Villa Médicis une nouvelle scène dans laquelle on va mettre en proximité des architectes, des plasticiens, des scénographes, des graphistes, des designers. Hein. On va complètement exploser donc cette notion de beaux-arts qui ne va plus exister à partir de ce moment-là. En 1966, on va créer le corps des conseillers arts plastiques. Hein, vous suivez, donc les DRAC. Ensuite, il faut nommer des fonctionnaires dans les DRAC. Donc, on va nommer des conseillers arts plastiques qui vont être chargés de repérer les artistes. Hein, parce qu'on ne fait pas confiance aux personnes qui sont du cru. Donc, on amène des personnes et ils sont chargés de repérer ces artistes-là qui vont donc constituer des dossiers. Et ces dossiers serviront ensuite pour les achats des FRAC. Donc, vous voyez que c'est la fonction publique d'État, hein, qui va mettre en place ces propositions d'achat, de commandes, d'installation d'œuvres. Et évidemment, ce sont les conseillers arts plastiques qui auront le rôle, en 81, de mettre en place, puisque ce sont eux qui ont l'info, hein, dans les DRAC. Cette info, elle n'ira pas dans les communes, elle n'ira pas dans les régions. Ils la gardent dans les DRAC. Il y a des archives avec, sur tous les artistes de chaque région. Et étant donné qu'ils ont cette force de l'archive, eh bien c'est eux qui pourront constituer les comités d'acquisition des FRAC.
Donc, vous voyez, on parle toujours de décentralisation. En réalité, il faudrait parler de déconcentration du pouvoir. On ne décentralise pas. Le pouvoir reste à la fonction publique. À partir de là, on regarde ce qui se passe en région et là, on s'aperçoit que ce corps unique de conservateurs qu'on a créé en 63, les conservateurs de musées, qu'est-ce qu'on leur demande? Conserver, cataloguer, entretenir, présenter les collections. On ne leur demande surtout pas d'acheter de l'art contemporain. Il n'y a que 3 musées, vous vous rendez compte, en France, qui, avant 81, achètent de l'art contemporain. Ces 3 musées, c'est le musée Cantini à Marseille, que tu connais bien, le musée de Grenoble, le musée de peinture de Grenoble et le musée de Saint-Étienne. 3 musées. Nada. Le reste n'achète pas parce que de toute façon, ce n'est pas dans leur fonction. Et ces 3 conservateurs qui font de l'art contemporain se font taper sur les doigts, évidemment, puisque ce n'est pas leur fonction. On leur dit, mais pourquoi vous dépensez l'argent du contribuable en achetant de l'art contemporain? On vous a formé pour conserver, pas pour acheter. Donc, à partir de là, si vous voulez, il y a des conservateurs qui vont être moulés dans ce... c'est un pléonasme de dire moulés dans ce corps de conservateurs, des conservateurs, qui vont évidemment hurler contre Georges Pompidou lorsqu'il va créer le Centre Pompidou, parce que le Centre Pompidou, c'est antinomique à ce qu'on leur avait appris. Et à partir de là, eh bien, ils vont écrire dans la presse, dans les journaux de droite comme dans les journaux de gauche, que le Centre Pompidou va être une faillite complète, que c'est un supermarché de la culture, évidemment que c'est quelque chose de populaire et que donc ça ne va pas marcher. Si bien que, si vous voulez, quand on arrive à, quand Georges Pompidou veut mettre en place le Centre Pompidou, le directeur du musée d'art moderne, qui est du Musée national d'art moderne, refuse le poste de directeur de Pompidou en disant c'est une vitrine, c'est pas un musée, je veux pas y aller. Et Georges Pompidou est obligé d'aller chercher un conservateur de musée en Suède, qui est Pontus Hultén, pour diriger le Centre Pompidou, puisqu'il y a une cabale. Vous vous rendez compte, c'était quand même des fonctionnaires qui, normalement, devaient obéir. Ces gens-là refusent en disant on ne va pas mettre des œuvres dans une vitrine en verre. Voilà, c'était l'argument phénoménal, quoi. Et donc, Georges Pompidou, qui était un ami de Jean Tinguely, se tourne vers Jean Tinguely et lui demande, et Tinguely, qui avait exposé en Suède, connaissait Pontus Hultén, fait connaissance entre Pompidou, Pontus Hultén et Malraux, et finalement, donc Pontus Hultén accepte le poste. À son grand étonnement, il dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun conservateur français qui veut diriger cet outil formidable? Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, vous avez aujourd'hui La Fontaine Stravinsky, qui a été réalisée par Jean Tinguely et Nikita Saint-Phal sur une commande de Pontus Hultén. Les choses s'expliquent un petit peu, voilà, comme cela. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au Musée national d'art moderne, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais de Tokyo? Eh bien, on avait ce musée qui existe depuis 1947, qui lui était un espèce d'héritage du musée du Luxembourg. Le musée du Luxembourg, comme je vous l'avais dit, c'est le musée des artistes vivants, c'est-à-dire un musée fermé. Il n'y a pas de public, on n'ouvrait pas au public. Et puis, il y avait le musée du jeu de pommes, qui était sur la place de la Concorde, où là, alors là, c'était encore plus fermé au public, parce que c'était le musée des écoles étrangères. Alors, déjà, les artistes français, on ne les montrait pas. Et alors là, vous pensez bien que les artistes étrangers vivants, alors là, c'était vraiment quelque chose qui était fermé. D'ailleurs, pendant la guerre, les nazis se sont servis, puisqu'ils ont emporté toutes les toiles des
des artistes allemands en Allemagne. Donc, on est finalement dans cette situation. Et là, Georges Pompidou dit, écoutez, là, c'est terminé. Toutes les œuvres, il n'y a plus d'école étrangère, il n'y a plus d'école française, il y a de l'art contemporain. Et tout ça va aller à Pompidou. Et là, le directeur des musées de France s'oppose à la décision du président de la République. Donc, vous voyez, il y a un oukase. Et donc, on le vire pour mettre quelqu'un qu'on pensait un peu plus responsable, mais on est toujours dans cette même problématique. Donc, on coupe la poire en deux. On dit, ben, écoutez, à partir, on va commencer en 1905 et tout ce qui est de 1870 en 1905, on va le mettre dans un autre musée. Parce que les conservateurs de musées disent on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire mettre des impressionnistes à côté d'artistes contemporains. Ah, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on va créer un autre musée. C'est bien français, on crée un musée par siècle. Voilà. Et on va commencer en 1905. Pourquoi 1905? C'est la mort de Cézanne. Donc, on estime que le cubisme va commencer en 1905 parce que c'est la mort de Cézanne, ce qui est un peu abstrait, hein, mais enfin, il fallait trouver une date. Donc, on a trouvé cette date. Mais surtout, au Centre Pompidou, on va faire quelque chose qui va être l'idée fondamentale des FRAC, et ça va être le modèle des FRAC, c'est que l'on va créer donc un quatrième étage où on va mettre de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on va passer commande à des artistes pour être dans ce musée, puisque cet étage est vide, puisque le directeur du musée d'art moderne a refusé de mettre les œuvres. Donc, on est prêt à ouvrir un musée qui n'a pas d'œuvres. Elles sont restées au Palais de Tokyo. Non, mais il faut le croire pour le... Hein, voilà, c'est quand même incroyable. Et donc, Pontus Sulten va passer énormément de commandes à des artistes vivants. Donc, tous les artistes les nouveaux réalistes, auprès de Tinguely, tous ces artistes-là vont avoir des commandes pour remplir le Centre Pompidou. Et c'est à partir de là que l'on va mettre en place cette idée de galeries qui sont consacrées uniquement aux expositions temporaires, ce qui n'était pas le cas dans les musées traditionnels. Mais vous voyez que tout ça, c'est très récent. Hein, c'est 1977. Hein. Avant, il y avait simplement les galeries donc, où l'on tournait les expositions. Donc, à partir de là, on va créer ce budget, hein, qui est un budget d'acquisition, mais en réalité, c'est un budget de commande à des artistes vivants qui ne s'était jamais vu auparavant. Hein, puisqu'avant, un musée de France, quand il achète, je suis conservateur d'un petit musée de province, chaque fois que j'achetais une œuvre, je devais monter à Paris pour la faire valider par un conseil des musées, hein, voilà, qui était composé uniquement de conservateurs du musée du Louvre. Hein, voilà. Donc, je devais expliquer pourquoi j'achète. Et là, tout d'un coup, Pompidou, ayant compris que de toute façon, avec ces gens-là, on ne pourrait pas discuter, dit « Le Centre Pompidou a un budget et il n'a de compte à rendre à personne. » Et vous voyez que c'est ça l'idée des FRAC, d'avoir un budget autonome qui ne demande pas à être validé ensuite. Et là, donc, il a un budget qui est aujourd'hui, malheureusement, dramatiquement bas, puisque c'est un budget de 1 800 000. Je vous ai mis le budget du MoMA à côté, hein, qui est de 8 millions de dollars, et je vous ai mis le coût d'1 kilomètre de la nouvelle route du littoral. C'est 1,5 million. C'est la nouvelle route du littoral. Ça coûte 1,5 million du kilomètre, et le budget d'acquisition du Centre Pompidou, c'est 1,8 million. C'est-à-dire que on achète pour 1 kilomètre d'autoroute chaque année. Voilà. C'est pour donner une proportion quand même assez intéressante, de voir à quel point on est dans une espèce de paupérisation. Le MoMA, quand même, c'est pas dans les musées les plus riches. Hein. Je veux dire que même le musée de Saint-Pétersbourg a plus de budget que ça, le musée de l'Ermitage.
plus que le Centre Pompidou. Ouais, ouais. On est autour de 5 millions. Hein. Enfin, c'est les chiffres officiels. Après, le problème, si vous voulez, c'est de savoir comment on allait acheter. Et là, Pontus Sulten a cette idée qui va être utilisée par les FRAC après, de faire des groupes d'acquisition. Alors, il va faire un groupe d'acquisition pour l'art contemporain, un groupe d'acquisition pour la photographie, un groupe d'acquisition pour le design. Et son idée est très maligne parce qu'il est suédois et la Suède n'a pas beaucoup d'argent pour l'art contemporain. En réalité, en Suède, quand on fait ces comités, qui est-ce qu'on met dans ces comités? Eh bien, on met des mécènes. On met des collectionneurs, on met des galeristes. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont donner, vont rabattre les prix, vont acheter à des artistes pour donner à des musées. C'est le système des musées américains. Et il faut savoir aujourd'hui que sans ces groupements qu'a inventé Pontus Sulten, eh bien les 1,8 million évidemment du Centre Pompidou ne suffirait absolument pas. Et au risque de vous choquer, les plus grands donateurs du Centre Pompidou, eh oui, c'est lui. C'est-à-dire que c'est la Russie qui donne 1,3 million d'œuvres au Centre Pompidou. Tout ça, c'est l'amitié entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine. Alors évidemment, ça passe par, comme c'est souvent le cas en Russie, par des oligarques qui ramassent de l'argent, qui achètent les œuvres, mais c'est uniquement des œuvres d'artistes vivants qui sont acquises. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce à cette politique qu'a mis en place Chirac et Poutine à cette époque-là, eh bien, le Centre Pompidou a la plus importante collection d'artistes russes contemporains. Donc, vous voyez, faut être modéré par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a évidemment, c'est un dictateur, évidemment, mais il y a des relations franco-russes qui, depuis très longtemps, nous démontrent que il y a eu des amitiés qui ont été mises en place et qui ont permis donc l'enrichissement des collections. C'est un petit aparté, mais je vous tenais à le signaler. Qu'est-ce qui se passe donc une fois qu'on a mis ça en France, à Paris? Eh bien, on s'aperçoit que le reste de la France est un désert pour l'art contemporain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement des collectionneurs privés. Là, j'ai pris Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache parce que là, carrément, ils ont acheté une abbaye en ruine, l'abbaye de Beaulieu, et ils la transforment donc en centre d'art et ils achètent de l'art contemporain. Mais vous voyez que toutes ces initiatives que l'on voit dans ces années 70, hein, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, elles ne sont que très fragmentaires et elles sont privées. Alors évidemment, vous me direz, ces collections, elles vont un jour aller dans des musées. Mais pour le moment, les artistes, eux, ne bénéficient d'aucune aide de l'État à ce moment-là. Il y a 2 centres qui vont exister, qui sont des futurs musées, des musées très modernes. Il y a le CAPC de Bordeaux, qui va naître en 1973. C'est le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui est Premier ministre à cette époque, qui va demander donc à Jean-Louis Froment, qui est un professeur de peinture à l'École des Beaux-Arts, de créer un centre d'art plastique contemporain qui est aujourd'hui le musée d'art contemporain de Bordeaux. Il le fait dans ces magnifiques entrepôts lainés, hein, qui sont des entrepôts industriels du 19e siècle. Et surtout, il dit, c'est une collection, c'est un lieu d'exposition, mais c'est surtout pas un musée. Vous voyez, il y a cette idée de faire des anti-musées. Et puis, il y a, alors ça c'est un maire de droite, et puis il y a un maire de gauche à Villeurbanne, hein, en 1978, qui va confier les clés d'une ancienne école publique, communale, à Jean-Louis Mauban, hein, il y a Jean-Louis Froment et Jean-Louis Mauban, hein, c'est les deux Jean-Louis de l'art contemporain des années 70, qui va créer ce qu'il appelle le nouveau musée.
Il explique, on l'a appelé le Nouveau Musée en référence au New Museum de New York. Le New Museum de New York, c'est un musée privé, hein, mais aussi parce que le musée de Lyon, à l'époque, c'était celui des Beaux-Arts, dont le but était de n'avoir pas trop de visiteurs parce que ça abîme les parquets. Voilà. Donc, vous voyez, on avait une idée du musée de l'art contemporain, c'est moins il y a de monde, mieux on se porte. Je me souviens d'un discours d'un directeur des musées de France en 1983 qui nous avait réunis, les conservateurs de musées d'art contemporain, et nous avait déclaré tout de go, l'ennemi, c'est le public, parce qu'il abîme les œuvres. Bon, ça restait en petit comité, évidemment, c'était que... mais voilà l'idée, hein, c'était surtout pas de pédagogie. Et donc, quand la gauche va arriver au pouvoir, évidemment, ils vont inverser complètement cette tendance en disant, ça ne fait rien, même si les œuvres s'abîment, il faut qu'elles soient vues, hein, il faut qu'elles... Mais cette révolution, elle se fait de manière assez lente, finalement. D'abord, pratique culturelle des Français, une analyse, hein, quels sont les Français qui vont au musée? Alors là, c'est catastrophique. Par contre, on voit que les Français vont dans les bibliothèques. On se dit, mais pourquoi ça ne pourrait pas être les mêmes? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas les structures pour les recevoir. Donc, on va réfléchir à cette structuration-là et on va petit à petit prendre les idées d'un utopiste dans le théâtre qui s'appelle Jean Vilar, qui dirige donc le théâtre d'Avignon, des rencontres d'Avignon, et qui va chaque année poser des problèmes, la culture et l'État en 64, la culture et l'école en 65, la culture et les régions en 66, la culture et la vie en 67 et en 70. Et assiste à toutes ces rencontres un jeune juriste qui s'occupe de théâtre amateur à Nancy, qui s'appelle Jacques Lang. Et ça va faire son chemin. C'est-à-dire que lui, il va prendre toutes ces idées de Jean Vilar, et quand il va arriver au pouvoir, si vous voulez, eh bien, il va les remettre en scène, notamment pour les FRAC. Voilà, il est né en 1939, hein, vous voyez, c'est un homme assez âgé aujourd'hui, hein, et il commence par le théâtre, hein, voilà, il joue Caligula à Nancy en 1958, et il a un passé qui est quand même une méfiance totale avec l'extrême droite, hein. C'est-à-dire que sa grand-mère, la famille de sa femme, ils savent ce que ça veut dire que l'extrême droite, le nazisme, l'antisémitisme. Et donc, il va se souvenir de tout cela et il va comprendre que ça ne peut passer que par, hein, la culture. Et donc, il va créer ce festival international de théâtre amateur en 63. C'est un petit peu ce que fait le théâtre Canter chaque année. Et là, Georges Pompidou, amateur de théâtre, hein, homme de lettres, vous savez, c'est un agrégé de lettres classiques, va aller à Nancy, va regarder ce qu'il fait et il trouve ça tout à fait génial. Et il nomme Jacques Lang, donc, directeur du Théâtre national de Chaillot en 72. Donc, vous voyez qu'au départ, Jacques Lang est du côté de la droite. Mais Giscard d'Estaing, ce grand président de la République qui déteste l'art contemporain, je vous rappelle sa phrase quand il a inauguré le centre Pompidou, c'est la première fois et la dernière fois que je mets les pieds dans cet endroit. Discours d'inauguration du centre Pompidou. Lorsqu'il arrive président de la République en 1974, remercie évidemment Jacques Lang. Et là, il y a l'opportuniste de service qui est François Mitterrand qui dit il est viré par la droite, on va le récupérer. Et donc, François Mitterrand va en 1975 inaugurer, alors qu'il est simple député en 1975, il va inaugurer le festival de Jacques Lang et on voit que là, il y a une histoire d'amour qui commence entre deux, quoi, hein, dans cette photo, vous voyez, Jacques Lang a trouvé la personne avec qui il va travailler. Voilà.
Oui, oui, c'est Jacques Lang défrisé. Ben oui, mais bon, voilà. Et évidemment, quand Mitterrand est élu en mai 81, ça, je vous recommande de bien regarder cette photo parce que vous en verrez pas souvent. À côté du président de la République, il y a le ministère de la Culture. C'est terminé. Après, on ne verra plus ça. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. De l'autre côté, on voit le Premier ministre, ce qui est normal. Mais que l'on voit le ministre de la Culture à côté du président de la République, là, vous voyez, c'est... J'ai beau regarder celle de Sarkozy, celle de Hollande, celle de Macron, j'ai jamais vu. Hein. Là, au moins, c'est clair. Donc, évidemment, si vous voulez, il va être le sujet de toutes les critiques, hein, puisqu'il est on va dire, c'est le chouchou du président, parce qu'il a obtenu 1% du budget de l'État. On est compte. Voilà. Et il fait ce fameux discours à l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne compte pas un ministre de la Culture, mais si je puis dire, 44 ministres de la Culture. C'est-à-dire qu'il dit que tous les ministres sont des ministres de la Culture. Hein. Culturel, l'abolition de la peine de mort que vous avez décidé. Culturel, la réduction du temps de travail. Culturel, le respect des pays du tiers-monde. Culturel, la reconnaissance du droit des travailleurs. Culturel, l'affirmation du droit de la femme. Donc, il fait ce discours historique en disant, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais désormais, tout ce que nous allons faire est culturel. Donc, si vous voulez, il se positionne comme l'homme incontournable qui, de toute façon, fera quoi qu'il arrive. Et évidemment, il va être l'objet de tous les reproches hein, qui vont lui être donnés. Et donc, il est obligé d'aller vendre son affaire au journal télévisé. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, le ministre de la Culture vient au journal télévisé à midi, à 20h, il explique pourquoi il y a de l'argent pour la culture. Il dit, il faut que je m'adresse aux Français parce qu'on est dans le dénigrement total. Et là, si vous voulez, il montre comment son ministère fonctionne. Hein. Il dit, voilà, je vais mettre en place pour décentraliser. Il est avec des panneaux, si vous voulez, pour expliquer. Il dit, voilà, c'est un peu affligeant pour lui. Il est là comme un maître d'école. On le voit au journal télévisé qui dit, voilà, alors vous voyez, il y a tant pour les bibliothèques, il y a tant pour les musées, il y a tant. Voilà. Et il fait une pédagogie que l'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Malraux était quelqu'un qui s'adressait jamais, voilà. Les autres, n'en parlons pas, ils n'existaient pas. Mais on a un ministre pédagogue qui va expliquer le doublement du ministère de la Culture en disant « Ok, on va faire les FRAC, mais d'abord, on va faire les FRAM. » Et il dit « Voilà, on va créer ce fonds régional d'acquisition du musée sur l'ensemble du territoire national, car la dotation des musées de province n'a pas augmenté en France depuis 1870. » On dit 1970. Non, non, il dit 1870. Ce qui montre à quel point, si vous voulez, on était dans une ineptie incroyable, quoi. Hein, on n'avait pas bougé les budgets depuis la défaite de Sedan, hein, voilà, depuis la Troisième République. Et donc, évidemment, il faut qu'il explique et il continue à expliquer. Et là, il va annoncer donc qu'il crée les fonds régionaux d'art contemporain. Mais il n'en dit pas plus. Il fait un discours comme ça, il passe encore à la télé. J'ai regardé les actualités un petit peu, pratiquement toutes les semaines, vous avez Jacques Lang à la télé, au journal, qui explique sa politique. Parce qu'il est complètement décrié. Et il dit, on va faire une loi de décentralisation et il va nommer Claude Mollart en disant, le 20 juin 1982, il annonce la création des FRAC. Il est gonflé en annonçant la création des FRAC parce que d'abord, il n'a aucun budget. Ensuite, cette création des FRAC, elle n'est même pas passée à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a aucune légitimité pour l'annoncer. Mais il dit, voilà, les FRAC, c'est en réalité l'augmentation des centres d'art, l'aide à la création,
la décentralisation, etc. Si vous voulez, il noie un petit peu le poisson parce qu'il sent bien qu'il y a un gros problème avec les élus et il dit, comme ce sont des déserts culturels, on va être obligé de faire passer cette loi. Mais il se rend compte qu'au niveau des élus et des conservateurs de musées, évidemment, les gens sont opposés à ce qu'on mette un budget spécial pour les FRAC. Donc là, il va ruser, il faut le dire. Il va faire passer la loi au mois de juillet de nuit à l'Assemblée nationale. Hein? Non, ça c'est aujourd'hui, voilà. Et ça, c'était la bonne méthode. Et j'ai regardé le jour où il a fait passer la loi, elle n'était même pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'était un additif à un ordre du jour. C'est-à-dire que les députés ont découvert, en rentrant en séance, qu'il y avait cette loi à voter, ce décret sur les FRAC. Parce qu'il savait que s'il annonçait, s'il faisait la publicité, ça ne passerait pas, même auprès des élus socialistes. Donc, il a cette... Bon, ce n'est pas très beau comme méthode, hein, mais bon, il fait passer cette loi de nuit au mois de juillet, à un moment où il y a, je ne sais pas, 10 personnes dans l'Assemblée nationale, quoi, hein, voilà, 10 députés, quoi. Et évidemment, il a averti les députés de gauche qui étaient favorables à ça pour qu'ils soient là pour voter, et la loi passe. En septembre, hein, si, à partir du moment où il y avait une loi, il y avait un budget. Mais il fallait qu'il y ait une loi, tu vois. Tu peux pas, autrement, ça s'appelle des caisses noires. Hein, tu mets un budget sans une loi, ça s'appelle une caisse noire. Donc, il y a cette loi qui est passée, il débloque un budget, il avait de l'argent, ce n'est pas le problème, c'était la loi, quoi, hein. Et en septembre, il prend sa plume et il écrit, c'est évidemment complètement gonflé, quoi. Il écrit au président des conseils régionaux, voilà, maintenant, il y a des FRAC dont vous êtes co-tuteur. Nous, on met 26 millions, mais si vous êtes prêt à mettre 1 million de plus, il fait comme un joueur de poker. Il dit, on mettra 1 million de plus. Il bluffe, hein, parce qu'il n'a pas l'argent, hein. Il ruse complètement. C'est-à-dire qu'il dit au président de région, pour acheter une œuvre à un artiste contemporain, 50% pour vous, 50% pour moi. Donc, vous avez des œuvres qui vont vous appartenir, que vous allez payer la moitié du prix. C'est un calcul vraiment. Il dit voilà. Et puis en plus, on achète à des artistes vivants, donc ce n'est pas des œuvres chères. Donc voilà. Donc il met en place cette lettre et il envoie donc à tous les élus en leur disant au départ 1 million pour chacun. Et puis il y en a qui disent bah, nous on ne peut pas mettre 1 million, hein, voilà. Bah, il dit ça fait rien, on met quand même de l'argent. Alors vous voyez par exemple la région Réunion, bon, elle dit je mets 0, mais il dit ça fait rien, on met quand même de l'argent. 100 000. 100 000. Mais ils disent on met rien. Rhône-Alpes, pareil. 1 million, pratiquement 2 millions, mais c'est au prorata de la population, hein, que c'est calculé. Et donc, vous voyez, il y a des régions de droite qui disent nous, on ne va pas marcher. Et puis, il y a des régions qui appartiennent à la gauche, comme la Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, le Limousin, qui sont des régions de gauche, qui vont fonctionner. Mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des régions fortement ancrées à droite qui vont marcher. Vous voyez, en Bourgogne, ça fonctionne. En Aquitaine, on ne veut pas. En Alsace, on met quand même au pot. En Auvergne, on met quand même au pot. Vous voyez, en Languedoc-Roussillon, on met quand même un petit peu d'argent. On se sent
on se dit quand même, c'est bête de… Et il dit, vous ne voulez pas mettre 1 million, ça ne fait rien, nous on garde le million. On vous le donne, à condition que vous achetez à des artistes vivants. Et si vous voulez, le truc va prendre, parce que quand même, les élus se disent, on a 1 million qui nous tombe pour acheter de l'art contemporain, on ne va pas cracher dessus, quoi. Voyez. Mais c'est un pari, c'est vraiment un joueur de poker dans cette affaire. C'est-à-dire que ce n'était pas sûr que la droite, qui était quand même majoritaire en France dans les régions, accepte de travailler là-dessus. Parce que si vous regardez, il n'y a que 5 régions qui, à l'époque, sont à gauche. Toutes les autres régions sont à droite. Donc, Jack Lang avait finalement un pari assez risqué que ça ne fonctionne pas. Et il se trouve que finalement, dans ces élus des nouveaux conseils régionaux, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont se piquer au jeu et qui vont dire « chiche, pourquoi pas ». Voilà. Qui ne sont pas des collectionneurs, qui ne savent pas vers quoi ils vont, mais ils se disent « pourquoi pas ». Il faut savoir que ces conseils régionaux, ils existent que depuis 1 an. On ne sait pas tellement bien les faire fonctionner à l'époque. Donc, il y a une espèce de liberté que n'ont plus aujourd'hui les conseils régionaux. C'est-à-dire que l'argent arrive, on vote tout de suite en commission, l'argent est dépensé. Aujourd'hui, c'est des… avant que l'argent soit dépensé, il faut en passer par beaucoup de procédures. Donc, finalement, on se dit, mais quand même, on va acheter de l'art, ça ne va pas nous coûter trop cher, ça va nous faire des électeurs, on va donner ça à des communes qui savent, qui n'ont rien dans leur salle communale, ça va fonctionner. Voilà, c'est des élus qui ont besoin de se faire aimer. Les élus du conseil régional, à l'époque, c'est un peu des ovnis par rapport, qui ont le pouvoir à l'époque en France, c'est le département, ce n'est pas la région. C'est là où il y a l'argent de l'action sociale. Donc, c'est là où il y a le pouvoir. Et donc, eux, ils se disent, mais on peut se faire aimer par cette histoire des FRAC. Et à partir de là, si vous voulez, eh bien, ils vont mettre en place ces procédures d'acquisition. Alors, comment c'était avant? Simplement, avant, il n'y avait que 3 comités d'achat, Pompidou, le Musée d'art moderne à la Ville de Paris, le Fonds national d'art contemporain, c'est-à-dire 25 experts parisiens. Avec les FRAC, vous allez avoir 250 personnes qui vont acheter de l'art en France du jour au lendemain, avec de l'argent. Je vous ai mis cette œuvre que j'adore de Dominique Blé, qui résume bien les discussions qu'il y a eu dans les comités d'achat, c'est-à-dire que tout le monde estimait qu'il avait droit à la parole. Voilà, donc cette œuvre Ellipse qui appartient au FRAC Pays de la Loire. Ça a été un moment de démocratie dans l'art contemporain qu'on ne connaîtra plus, mais qui a été remarquable. C'est-à-dire que dans chaque FRAC, il y avait des commissions où il y avait un minimum de 12 personnes. Moi, j'ai connu des commissions où il y avait 24 personnes. C'est une cacophonie complète. Mais tout le monde discutait et finalement, on était tous à se demander qu'est-ce qu'on va acheter, pourquoi on l'achète. Vous voyez, il y avait des discussions de fond. À quoi va servir ces œuvres? Est-ce qu'elles ont un but pédagogique? Est-ce qu'on va les donner dans des musées? On était en train de refaire le monde, quoi. C'était une émulation qui ne dure pas longtemps, puisque bon, en 86, la gauche perd le pouvoir et que tout rentre dans l'ordre des conservateurs. Mais vous voyez, il y a eu ce moment où des gens qui ne se connaissaient pas, des collectionneurs, des critiques d'art, des universitaires, des élus qui parlaient d'art contemporain. Vous voyez, c'était quand même… Et puis des enseignants des écoles d'art qui se trouvaient face à des universitaires qui d'habitude les méprisent. Voilà, et vice-versa. Se sont retrouvés face à des gens qui achètent de l'art contemporain, des collectionneurs privés, qui leur ont dit pourquoi ils achetaient. Vous voyez, il y a eu une émulation tout à fait incroyable, et surtout,
on a demandé aux artistes, venez nous montrer votre travail. On a fait des visites d'ateliers et dans les ateliers, on a acheté directement aux artistes. C'était bon, voilà. Après, il y avait le conseil d'administration avec les élus qui validaient ces achats, hein, mais on disait, bon, on arrivait dans l'atelier, oui, cette pièce, allez, on achète ça, on achète. On achetait comme ça. Vous voyez que maintenant, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas, Colette? Bon. Et ça a permis l'émergence de revues d'art contemporain, revue Canal, qui n'existe plus évidemment, mais surtout ça a permis autour de Ben et de la scène niçoise l'émergence d'un mouvement contre un petit peu cet art contemporain conceptuel qui s'est appelé la figuration libre, et il y a eu énormément d'achats qui ont été faits donc sur cette figuration libre. Mais surtout, Claude Mollard a dit il faut acheter uniquement de jeunes artistes à des conditions économiques avantageuses, évidemment. Les prix se discutaient. Hein. Moi, j'ai connu des commissions où on disait tous les artistes qui ont moins de 25 ans sont achetés tel prix, quelle que soit l'œuvre. On achetait tellement qu'on disait, bon, ben, on va fixer des prix par rapport aux âges. Il n'y avait pas de marché de l'art. On est rentré dans les ateliers, les artistes disaient, vous voulez acheter, mais je ne sais pas combien c'est. On disait, mais ça fait tant. Tu as quel âge? Ça fait tant. Voilà. On achetait comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de marché de l'art. Voilà. Bon, après, ça s'est structuré. Et surtout, dès qu'on a acheté dans ces fracs, on a dit, il faut le montrer. Et là, on est allé dans des communes, on est allé même dans des supermarchés, on a accroché les tableaux avec des médiateurs. On est allé dans les salles municipales, dans les maisons de jeunes de quartier, on a accroché des œuvres en disant il faut que tout le monde regarde ce que font les artistes vivants. Ouais. Il y a eu cette période qui, évidemment, s'est arrêtée quand la droite est revenue au pouvoir en disant les œuvres ne peuvent être accrochées que dans des musées. Donc, on a arrêté tout ce qui était accrochage dans ces lieux alternatifs. Et à partir de là, on a surtout formé, et ça, c'est un point extrêmement important, des médiateurs. Là, je reprends cette phrase. Médiateur quotidien de l'art contemporain doit accepter la gloire discrète de cet impératif catégorique, de cette aporie de sa condition qui est de toujours devoir communiquer sans toujours transmettre. De toujours tenir un propos proprement intenable, interminable et toujours trop tôt interrompu. C'est le boulot le plus ingrat qu'il y a dans l'art contemporain, c'est de s'adresser à des gens qui viennent, qui connaissent rien à l'art contemporain, mais d'être convaincus par ce qu'on dit et d'arriver à convaincre ceux qui sont en face de soi. Et ça, c'est finalement ce qui a fait le succès de ces fracs, c'est qu'il y a eu ces espèces de militants, qu'il y a encore, hein, quand vous allez au frac Réunion, il y a encore des gens qui sont là pour vous commenter des œuvres. Vous dites, mais comment ils arrivent à y croire, à convaincre des gens qui finalement ne comprennent rien à ce qui est montré, et d'arriver petit à petit à les initier à cet art contemporain. Donc voilà, il y a un espoir, mais il faut savoir que cette création des fracs donc, est véritablement née de cette idée très militante, très pédagogique, très culturelle. L'art contemporain n'est pas élitiste. Voilà. Je terminerai avec ça. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Hein? Non, c'est une phrase que j'ai, c'est un homonyme, c'est Christian Bernard, qui était conseiller art plastique en Rhône-Alpes. Et quand je lui ai demandé, quand j'ai fait ce livre sur les fracs, que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des médiateurs, il m'a envoyé cette phrase. Et je trouvais ça superbe, quoi, parce que c'est vraiment la phrase la plus difficile, quoi, hein, de l'art contemporain. C'est facile de créer dans l'isolement de son atelier. C'est facile de convaincre un critique d'art de ce qu'on a fait. Mais après, se confronter à un public
qui n'a jamais eu de cours d'histoire de l'art durant toute sa carrière, qui est complètement sur une autre planète, il est arrivé à l'initier à cet art contemporain. Ça, c'est du boulot. C'est le boulot des FRAC aujourd'hui et c'est remarquable, quoi. La conservation de ces Alors, œuvres achetées. la conservation, évidemment, dans ces années militantes, comme tu peux l'imaginer, ça n'a pas été le maître mot, hein. Il y a des œuvres qui se sont abîmées, mais Claude Mollard était très conscient de ça. Il a dit il faut que de toute façon, la priorité, c'est l'éducation. Voilà, la priorité, c'est la culture. Et c'est là-dessus que la droite l'a coincé en disant, vous voyez, il y a des œuvres qui s'abîment. Il dit, ben, on peut les restaurer. Voilà. Il y a eu effectivement des œuvres détruites, il faut le dire, hein. Il y a eu des œuvres abîmées, effectivement. Mais c'était au prix de se dire, voilà, on ne peut pas continuer à laisser la majorité des Français à l'écart des artistes vivants, comme si c'était des gens qui étaient dans un autre monde. On avait fait des sondages à l'époque pour demander dans les écoles où vivent les artistes. Poser la question aux écoliers, pouvez-vous nous dire où vivent les artistes? Et la réponse majoritaire, c'est bien assis, Jacques, hein. La réponse majoritaire, ils vivent dans des châteaux isolés dans la campagne. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Ça en dit long, hein. C'est quand on a fait, dans les années 70, ces sondages pour savoir où on a été de l'action culturelle et de l'art contemporain, quoi. Dans des châteaux isolés dans les campagnes. Il y a des lieux de conservation, même si... Oui, aujourd'hui, évidemment, il y a des lieux de conservation, il y a de la restauration. C'est vrai que les FRAC, ça donne beaucoup de boulot de travail aux restaurateurs. C'est un métier qui est en pleine expansion, hein, grâce aux FRAC. Mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi, hein. Soit on a une politique effectivement conservateur des musées de France où les œuvres sont considérées comme dans des conditions optimum. Et là, on voit bien, à part la nuit des musées, hein, comme dit Bernard Le Beneur, c'est des gens que je vois une fois par an, hein, voilà, pour la nuit des musées, puis je leur dis à l'année prochaine. Voilà. Soit on se dit, il y aura autant de monde dans les musées que dans les bibliothèques. Voilà, ce qu'a réussi l'éducation nationale, le ministère de la Culture doit le réussir aujourd'hui, quoi. Oui, sauf que stocker des livres, c'est plus facile que stocker des œuvres. Hein? Stocker des livres, c'est plus méthodique. Ouais. La deuxième direction du Centre Pompidou, ça s'est passé comment, puisqu'apparemment la première personne en voulait. Donc on a pris Pontus-Sultan, voilà. Et quand la gauche est arrivée, a perdu les élections, on a nommé Dominique Bozot, qui était opposé donc au Centre Pompidou. Donc il a fait venir Géolanty et il lui a dit il faut construire des murs dans le Centre Pompidou, puisque le Centre Pompidou, ce qu'avait imaginé Renzo Piano, c'était des plateaux. Les premières expositions, c'était open. Et Dominique Bozot a cassé toute l'œuvre de Renzo Piano, a créé des salles avec des chronologies, c'est-à-dire qu'il a aujourd'hui, quand on se balade dans les salles du Centre Pompidou, on ne voit plus la ville comme c'était prévu au départ, quoi. Hein, Dominique Bozot a refait un musée à l'intérieur d'un espace qui n'était pas prévu pour avoir un musée, d'où vieillissement du Centre Pompidou, puisque le Centre Pompidou n'était pas prévu dans son architecture pour supporter ce poids-là, d'où le fait que régulièrement, il va être à nouveau fermé pour travaux, parce que Dominique Bozot a fait ce travail
catégories d'œuvres. Pontus Sultan avait dit il faut que l'arte povera soit mélangé avec support surface, il faut qu'on comprenne les liaisons entre, il faut que les nouveaux réalistes soient mélangés avec l'école de Paris, voilà, pour qu'on comprenne comment ça s'est passé entre l'un et l'autre. Il avait décidé de faire tout cela. Et Dominique Bozzo a dit non, maintenant c'est chacun dans sa case. Il y a une salle Beuys, il y a une salle Pénone, mais faire une relation entre la salle Pénone et la salle Beuys, qui me semble évidente, c'est plus possible. Tu vois, tu sais, c'est la salle des feuilles de Pénone et la salle des feutres de Beuys. Voilà. Que cet exemple-là. Aujourd'hui, au niveau budgétaire, comment vont les FRAC alors? Enfin, ils vont mal, ils vont mal. C'est trop petit budget, quoi. Ouais. Il faudrait que les FRAC aient leur budget qui soit réévalué chaque année par rapport à ce qu'ils étaient en 81. Voilà. Ça, c'est assez désastreux, tu vois, où on est réduit aujourd'hui le FRAC Réunion. Acheter des œuvres virtuelles. C'est quand même un comble. Quand j'ai essayé de présenter il n'y a pas longtemps des œuvres, on me l'a bien fait comprendre. Non, mais tu fais des... Et également pour pouvoir les conserver aussi, il y a des problèmes de conservation. Il y a des problèmes de conservation parce qu'on ne dépose pas assez, tu vois, il faudrait déposer. Il faudrait déposer dans des lieux comme on le faisait avant. Quoi, tu vois. Sortir et puis les faire vivre. Ben oui, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un Benty à Sainte-Rose ou à Saint-Philippe. Tu vois, je ne vois pas où est le problème. Mais pour certains, il y a un problème. C'est tellement mieux qu'il soit uniquement au musée Léon Dierx, là, comme ça. Qu'est-ce qui se passait en même temps Alors, il y a l'Allemagne et la Suisse qui avaient ce qu'on appelle les Kunsthalle et les Kunstvereine. Mais ce sont des lieux où les artistes pouvaient exposer, mais il n'y a pas de politique d'achat. L'achat est fait par des collectionneurs privés qui défalquent leurs impôts et qui redonnent à des musées. Mais ça influence les collections, parce que les collections des musées sont faites par rapport au goût des collectionneurs. La grande idée de Jacques Land et de Claude Mollard, c'est de dire non, les collections régionales sont faites par des acteurs régionaux. Ça ne veut pas dire qu'on achète de l'art régional, ça veut dire qu'il y a une idée dans chaque région. Voilà. C'est pour ça qu'en Allemagne, vous trouvez énormément d'art expressionniste, parce que le goût des collectionneurs, c'est ça, c'est la peinture expressionniste. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis qu'elle reflète le goût des collectionneurs. Sauf à Berlin, où là, c'est une autre Allemagne. Berlin, pour moi, ce n'est pas vraiment l'Allemagne, c'est un autre pays. Où là, en Angleterre, c'est privé également, c'est des collectionneurs privés, mais ces collectionneurs privés sont des trustees, c'est-à-dire qu'ils sont membres des conseils d'administration des musées. Et c'est eux qui influencent la politique d'acquisition des conservateurs. Parce qu'évidemment, ils sont collectionneurs, donc ils donnent, mais aussi ils incitent l'État à acheter. Donc, ils font augmenter les prix des œuvres qu'ils ont achetées. En Espagne, c'est pareil, je crois. Ouais. Il y a beaucoup de banques et les fondations qui achètent. Et qui font… les CAITSA. Les CAITSA qui achètent, donc qui redonnent et qui sont membres des… Sofia, Muséum fonctionne comme ça. Reina Sofia fonctionne comme ça. Mais le système des FRAC, tel que l'a imaginé donc la gauche en 81, est unique au monde. Moi, je me souviens, il y avait des Japonais qui venaient, qui disaient comment ça se passe. On avait fait assister à des Japonais un comité d'achat, ils étaient effarés. Et que les Français, pour faire un bazar pareil, parce que tout le monde s'engueule à l'époque.
Oui. L'ambition, ce n'était pas vraiment une qualité. Hein, ben voilà. Ah ben c'était pas l'objectif. Vraiment, alors évidemment, on a acheté beaucoup de figurations libres, on a acheté beaucoup de supports surface qui ont augmenté leur prix. Hein, ça, c'était les deux achats. Et puis, on a acheté beaucoup d'Arte Povera, très étonnamment, et tous les artistes français qui travaillaient autour de l'Arte Povera, qui n'était pas un Arte Povera italien, mais qui maniait les matériaux, tout ça. Ça a été beaucoup acheté. Et de l'art conceptuel. Mais ça a duré 1 ou 2 ans. Après, ça s'est arrêté. On n'a pas... Voilà. Sauf certaines collections comme Frac Rhône-Alpes, Frac Bourgogne, qui ont acheté de l'art conceptuel. Oui, PACA, oui. Oui, mais PACA, ils ont acheté aussi des Santons de Provence. Tu vois, donc, bon, on ne peut pas dire que... Bon, ils se sont fait un peu allumer, quoi, mais voilà. Bon. Oui, vas-y. Je me demandais comment ça s'était passé. Donc, les FRAC, c'est 1980 dans toute la France, Oui. Réunion y compris. Non. Et ça a pris combien de temps? Et ça s'est passé comment? 86. Voilà l'histoire. J'aurais pu faire une arborescence. Hein. Bon, on voit où était Colette, où elle a souffert. Mais non, j'ai pas souffert. On me dit que je souffre. T'as pas souffert? Non, je te remercie pour ton exposé, entre guillemets, parce que du coup, ça m'a rafraîchi la mémoire avec tous ces noms-là, Oui. genre tous les premiers, Malraux, Famola. Ouais. Donc, voilà, pour le rafraîchissement de mes neurones, je te remercie. Et puis, et en plus, j'ai eu l'occasion de travailler. Mon premier boulot, vraiment, pour C'est la le Frac Centre. collectivité, ça a été au Frac Centre. Frac Centre. Et j'ai adoré parce que l'orientation qui avait été prise, c'était sur L'architecture. l'architecture. Oui. Donc, en lien avec une réalité du territoire, les paysages et les châteaux. Ouais. Et là, c'est là où j'ai découvert l'architecture contemporaine. Ouais. Ouais. Et donc, et puis, alors quand je suis arrivée à La Réunion, je sais que alors moi, je suis arrivée en 96 et j'ai travaillé très vite à l'école d'art. Oui. Alors en 96, on est où? En 96, c'était Ah voilà, c'était ça. Alors c'était voilà, Marcel Aliette qui était. Bovin et Marcel Tavé. Oui. Et Ouais. nous avons, j'étais à l'école d'art et j'ai beaucoup travaillé avec Marcel Tavé, ouais. avec les étudiants. Ouais. Les étudiants ont beaucoup travaillé avec des artistes, plasticiens, les étudiants de l'école, je parle. Oui. Oui. Bon, après, je me souviens de Marcel Tavé qui était un gros macho quand même. Oui. 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 Et je suis gentille quand je dis ça. Oui. Bon, Oui. bon. Et c'est vrai que mon passage au FRAC, je dis que j'en ai pas souffert parce que je trouve qu'on a fait du beau boulot Oui. avec l'équipe. Oui. Oui. Donc il y a, je sais pas, il y a 4 missions, hein, mais on a travaillé comme des malades. Et puis après, effectivement, bon, c'est moi qui suis partie du FRAC puisqu'en fait, je n'avais pas le droit de penser. Donc, je ne pouvais pas exprimer ma pensée. Hein. Donc, avec du recul, je me dis que pourquoi, oui, je ne veux pas garder. Ça a tourné au vinaigre, ça a commencé à tourner au vinaigre avec moi quand j'ai commencé à dire non. Hein. Oui. À dire non sur des actes sur des choses qu'on me demandait et qui pouvaient me mettre en danger.
Oui. C'est-à-dire quand on est directeur ou directrice, si on commet une action, enfin voilà, c'est pas le président ou le vice-président du FRAC qui va en prison, mais c'est la direction. C'est la direction. Donc, c'est vrai, ça, ce sont des choses dont j'en ai jamais parlé, mais j'en parlerai pas non plus parce que j'ai pas envie de. Je trouve on lave assez de linge sale. Mais tu vois, j'en ai pas parlé non plus. Oui, non, alors mais que je le sais, ce qui s'est passé. Bon. Et après, peut-être qu'il y a des choses que tu sais. Bon, mais je préfère garder en fait les très belles choses. Et je dis que nous avons fait beaucoup de dépôts justement. Oui. Je veux dire, on a fait quand même beaucoup de choses sur tout le territoire. Et puis, oui, quand j'ai dit non, oui, qu'on a commencé à m'imposer des jeunes plasticiens qui étaient encore très, très jeunes, mais qui n'étaient pas dans une recherche, mais parce que, je ne sais pas, soit que ce soit d'ailleurs le président ou le vice-président qui voulait m'imposer des artistes plasticiens pour aller à Johannesburg, évidemment que j'ai dit non, parce que je connaissais l'envergure de cette manifestation et l'objectif c'était de mettre, reprendre l'expression, en fait de montrer qu'il y avait des choses de qualité à La Réunion et non pas aller exposer des choses que j'estimais pour moi à l'époque merdiques. Voilà. Donc oui, j'ai commencé à dire non sur et à certaines autres choses, mais bon, après j'ai un souvenir de gens qui gravitaient dans l'éducation nationale et la culture qui m'a dit oui, mais ce que tu n'as pas compris, il faut savoir garder sa place. Mais moi, voilà, peut-être que, voilà, ou être carriériste, bon, ça n'a pas été mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans des lieux où on peut faire de belles choses. Quand on commence à ne plus bosser, à pouvoir bosser, donc là, oui, effectivement, j'ai quitté le FRAC Réunion. Oui. Voilà. Et du coup, ma question, alors j'ai envie que tu peut-être, on va terminer là-dessus, une question à toi. Est-ce que tu peux te faire voyant? Ce matin, je travaillais sur Rimbaud et Mallarmé et tout ça avec les premières années. Donc, est-ce que tu as envie de te faire voyant et de nous dire quel est ton pressentiment sur les années à venir, sur ces structures d'art contemporain, voilà, indépendamment du côté budgétaire, je dirais. À mon avis, le FRAC n'est plus du tout le même à partir du moment où il est devenu, comme l'école d'art, un EPCC, quoi. Hein, qui est un EPCC qui est sous-dimensionné par rapport à la réalité. Donc, quand il y a eu cette idée de PCC, un EPCC, c'est un établissement public à caractère culturel. C'est une machine administrative qui a été inventée par l'État pour mieux contrôler la gestion parce que les FRAC étaient avant des associations. Et ces EPCC, en réalité, ces établissements publics, on a obligé les FRAC à les créer. Il y a des FRAC qui ont résisté, qui ont refusé. Mais le FRAC Réunion a sauté à bras tout de suite dans cette idée parce que l'État leur a promis qu'ils allaient leur donner plus d'argent. Évidemment, c'était un miroir aux alouettes bien connu. Les budgets ont augmenté, puis après, ils ont rediminué, quoi. Ils sont revenus à ce qu'ils étaient avant. Donc, le problème d'un EPCC, c'est que normalement, cet établissement public doit gérer plusieurs structures. Et c'était vivable à La Réunion que si on mettait en place, dans une espèce de bonne intelligence, l'école d'art, un centre d'art et le FRAC. Parce que là, on aurait pu avoir le processus normal
de l'accompagnement des artistes, c'est-à-dire qu'on les forme, après on leur offre une première exposition et après on les achète. C'est ça le processus normal. Mais évidemment, on a créé une école d'art avec le NEPCC, la Friche avec un autre statut communal et associatif, et le FRAC avec un autre PCC. Donc finalement, la circulation ne fonctionne pas, quoi. Et qui est-ce qui en pâtisse? C'est évidemment les artistes qui doivent chaque fois faire des dossiers avec les uns, avec les autres, dans une espèce de parcours du combattant, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu pessimiste sur l'idée militante des FRAC, hein. Je pense que les FRAC vont se muséographier de plus en plus et que lorsqu'ils vont sortir, ça sera que dans des lieux qui seront bien normés, avec de la clim, avec des gardiens. Voilà. L'époque où on accrochait de l'art contemporain dans l'entrée d'un supermarché, à mon avis, c'est terminé, quoi. C'est bien dommage, mais on n'est plus du tout dans cette perspective-là. Et cette chance qu'on aurait pu donner à des tout jeunes artistes, non pas d'être acquis, mais d'être exposés, d'avoir des catalogues et tout ça, eh bien, elle n'existe plus non plus, hein. Voilà, parce qu'il n'y a pas le circuit, hein, qui aurait dû être mis en place. Ou la Friche, ou l'Artothèque, ou le Centre d'art de Saint-Pierre, quoi. Mais il faut ces trois espaces intermédiaires, école, centre d'art, acquisition, quoi. Le circuit, il existe, mais il n'est pas formalisé. Voilà. Il y a quand même des… Qui est médiateur en ce moment au FRAC, qui est acquis, c'est des anciens étudiants. On est bien d'accord, il y en a. Oui, mais tu vois… Je peux te donner des noms. Mais, oui, bien sûr, mais tu vois le circuit. Le circuit, il existe, mais ce n'est pas formalisé. Ça, voilà. Et donc, on perd énormément de temps et d'énergie avec des artistes qui doivent faire, à leur sortie de DNSEP, se payer quelque chose pour montrer ce qu'ils sont. Après, ils doivent faire un dossier à la Friche. Après, ils doivent faire un dossier de subvention à la DRAC pour avoir une bourse. Et après, ils doivent faire un dossier pour présenter au FRAC. Alors que tout ça aurait pu se faire dans une bonne entente avec moins de gaspillage d'énergie administrative, quoi. Tu as raison, les circuits existent, mais ils ne sont pas… Pour continuer sur cette discussion, moi je trouve qu'à la sortie de l'école, là, puisqu'on parle de ça, la connexion avec justement ces institutions telles que le FRAC, on peut être, je ne sais pas si on peut être pessimiste, mais en tout cas là, moi il me semble que ça a jamais aussi bien fonctionné, en tout cas à l'île de la Réunion. C'est très nouveau, hein. Oui, c'est ça. Parce que quand tu parles de faire un dossier, d'aller chercher par là-bas et tout ça, moi je repense à la sortie d'une école d'art il y a 20 ans. C'était encore un autre degré. Parce qu'on ne savait même pas qu'il fallait faire des dossiers. On faisait des œuvres et on ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Tu vois. Alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même un réseau, il y a quand même un filage, il y a quand même un fléchage moi, je trouve qu'à ce niveau-là, par contre, ça a énormément bougé. Après, je ne sais pas si ça se fait autant ailleurs qu'à La Réunion, parce que j'ai l'impression que c'est assez exceptionnel ce qui se passe à La Réunion là, en ce moment. Mais ça fait 4-5 ans que ça dure, ce n'est pas énorme. Ça démarre, ça fait à peu près 4-5 ans. Je veux juste relever un petit truc. C'était quand même pas mal de sortir de l'école d'art et de faire des œuvres. Et aujourd'hui, on fait de la com. La com se substitue aux œuvres. Non, on fait des œuvres encore, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une continuité. On a l'impression qu'il y a… Oui. Et, tu en fais partie avec Terla, avec les catalogues. Justement, ça m'étonnait un peu que tu dises ça, parce que tu fais partie aussi de ce filage… Justement, c'est très récent. C'est vraiment quand on s'est rendu compte avec François-Louis Athénas qu'il y avait un problème, quoi. Et c'est en 2014 qu'on a créé ça. Tu vois, c'est très récent quand même. On s'est dit, voilà, il manque quelque chose dans le fonctionnement, quoi. Moi, j'avais une petite question. Alors, c'est une question où j'imagine qu'il n'y a pas de réponse. Mais je me demandais à la base,
la volonté, alors il y avait la volonté de décentraliser aussi, de sortir de l'art qui se fait uniquement à Paris. Mais je me pose la question, je me pose la question depuis longtemps, est-ce que l'objectif du FRAC, c'est de construire un trésor national, une collection comme un trésor national, ou à partir des régions, ou un trésor régional si vous voulez, mais à la fin, on est sur aussi du national, ou est-ce que c'est de l'accompagnement tout simplement au métier d'artiste pour que les choses puissent fonctionner, que les artistes puissent continuer à travailler. Alors j'imagine que c'est pas tranché, c'est pas l'un ou l'autre, mais je trouve que ça c'est un peu au cœur aussi des questionnements des FRAC, c'est-à-dire pourquoi on achète finalement en dehors de la conservation. Étant ancien conservateur de musée, normalement, je devrais te faire la deuxième réponse, mais à mon avis, c'est la première réponse. À mon avis, c'est vraiment pour les FRAC sont là vraiment pour aider les artistes. Je ne crois pas à cette notion de collection. Je crois que la collection, à mon avis, l'intérêt des FRAC, c'est au bout d'un certain temps, c'est de déposer dans les musées ce qu'ils considèrent comme plus actif dans ce travail-là. Ils doivent... il y a déjà des FRAC qui le font, hein, de dire, bon, on ne peut plus travailler avec ces artistes, où ils sont morts, voilà. Nous, on est vraiment sur ce processus d'art vivant et de démocratisation culturelle. Voilà, c'est ça notre travail. La collection, à mon avis, d'ailleurs, on parle beaucoup de collection dans les FRAC. Je rappelle que la collection est antinomique avec la dénomination fonds. Parce qu'un fonds, ce n'est pas une collection. Une collection, c'est une orientation. Un fonds, c'est justement, c'est pluraliste. Tu vois. Donc, dès le départ, Claude Mollard et Jacques Lang ont dit non, on fait des fonds, on ne fait pas des collections. Les collections, c'est réservé au musée. Quand tu vas à Cantigny, tu sais ce que tu vas voir. Voilà. Quand tu vas à Saint-Étienne au musée d'art moderne, tu sais ce que tu vas voir. On va voir un certain nombre d'œuvres qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. On va à Grenoble, on voit ça. On va à Bordeaux, on voit ça. Bon. Et ce n'est pas les mêmes. Tu vois, c'est des collections. Des choses qui ont été achetées. Puisque c'est ça qu'on regarde en général, on va chercher dans les musées, c'est qui est-ce qui a eu l'intelligence d'acheter telle ou telle pièce. C'est ça qui nous attire de l'intelligence de regard à certains moments qui devancent le temps. Enfin, voilà, c'est aussi ça qu'on va à un moment donné rechercher. Oui, mais ce n'est pas la fonction des FRAC. Oui, mais le temps va passer sur tous ces achats. Oui, mais une fois que le temps aura passé, ça sera la fonction des musées. Il faudra agrandir le musée Léon Diax et puis faire une aile d'artistes de la Réunion qui sont au niveau international, qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Voilà, ça c'est incroyable qu'on arrête l'art. On dit que c'est un musée contemporain. Ce que l'on voit, c'est des œuvres qui s'arrêtent en 1910. Quoi. Il faudrait qu'il y ait il faudrait un autre lieu. Quoi. Ah ben François, oui. Oui, oui voilà. Oui. Oui. Non, mais les idées de François Cheval et de Marcel Tavel à l'époque, c'était... Et c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire, à mon avis. Ouais, il n'aurait pas dû hésiter. Quoi. Il m'a dit, j'ai hésité. Et c'est quand tu es nommé qu'il faut le faire. Si tu attends 6 mois, c'est fini. Il n'a pas eu beaucoup d'appui non plus. Dire, bon, c'est vrai, et après, il a pris plein la gueule. Quoi, tu vois. Oui. Oui.
c'est un centre fantôme. Voilà. Non, mais tu vois, qu'il n'y ait pas une salle à Léon-Diax où on peut voir le travail de Jacques, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas où ils sont. Non, mais tu vois, le confronter avec... je ne dis pas ça parce que tu es là, mais on a enlevé son œuvre qui était dans le jardin. Ouais. On ne l'a jamais remis. On ne m'a rien dit. Non, mais après, moi, j'ai puis essayé d'intervenir. on a dit c'est terminé, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Parce que ça allait abîmer, soi-disant, le bâtiment, qui est un bâtiment quand même. Voilà, donc. Bon, allez, on n'est pas là pour critiquer. Bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clore cette discussion à l'issue de cette belle présentation en te remerciant.